Romain, c'est avec un très, très, très grand plaisir qu'on t'accueille aujourd'hui pour le 5e épisode dans la tête d'un pro en Silicon Valley. Salut Romain, Julien, merci d'être avec nous aujourd'hui. thank you for having me, comme on dit sur CNN. Fantastique. Alors, à notre communauté, Romain, il est très, très, très particulier pour moi. Au-delà d'être notre ancien consul, actuellement patron de la BPI USA, c'est une belle âme. Et j'espère que pendant cet entretien de quelques minutes, vous allez pouvoir vous en apercevoir et profiter du rayonnement de Romain sur la Silicon Valley. Oh, ah, tu me feras penser à te faire un petit virement de 100 $. Aussi. Romain, tu veux bien prendre quelques secondes pour te présenter? Attention, c'est top. Me présenter, oh, ça va être rapide. À San Francisco depuis 10 ans maintenant. Une carrière de diplomate jusqu'en 2014. Et j'étais effectivement ton consul, monsieur Julien. J'étais ton maire. Et je suis parti pour rejoindre BPI France en 2014, toujours à San Francisco donc. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour nous parler un petit peu du rôle de la BPI USA? Oui. Bah, écoute, c'est simple. Je vais partir directement sur ce que je fais, c'est-à-dire 3 missions essentielles. Et après, je finirai par le début, en fait, c'est-à-dire pourquoi on fait ça. C'est logique. Bon, je fais 3 choses assez simples. Il y en a un peu plus que ça, mais c'est 3 piliers. C'est 1, deal flow, 2, soutien, 3, VC. Deal flow, je suis là pour voir et envoyer du deal flow à la fois pour nos équipes d'investissement en equity et puis pour nos équipes qui font ce qu'on appelle chez nous du financement, donc qui délivrent de la dette. Ça, c'est le deal flow. Soutien, c'est essayer hyper modestement, parce que j'ai jamais été entrepreneur, moi. Donc, hyper modestement. Et grâce à des gens comme toi, d'ailleurs, et à l'ensemble du réseau, essayer d'aider nos entrepreneurs, c'est-à-dire nos entrepreneurs au portfolio, en equity comme en dette, hein, et puis ceux qui ne sont pas nos entrepreneurs, d'ailleurs, les entrepreneurs français, pour les aider, a priori aux États-Unis, bien sûr. Aider, ça veut dire refaire le deck, donner des conseils, mais c'est surtout beaucoup d'introductions à des gens qui sont bien meilleurs et beaucoup plus intelligents que moi. Aider à ouvrir les portes de quelques clients, etc. Voilà, ça c'est le soutien. Et la troisième mission, c'est VC, sous-entendu VC locaux américains. Là, c'est une politique de fonds, puisque je l'avais un petit peu proposé quand même en 2014. Ce qu'on fait depuis maintenant quelques années, donc, c'est d'investir comme limited partner, ce qu'on appelle limited partner, LP. C'est les gens qui investissent dans les fonds d'investissement, chez les VC. Donc, d'investir dans des fonds américains. Et mon job, c'est de trouver les fonds américains qui acceptent notre capital, que moi je trouve intéressant et dont j'estime qu'il serait stratégiquement majeur pour nous d'investir dans ces fonds-là, pré-packager un petit peu le deal, et puis ensuite envoyer ça à notre équipe fonds de fonds à Paris. Le Pays France en fonds de fonds, c'est l'un des plus gros fonds de fonds en Europe, hein, avec le FEI. Voilà en gros les 3 missions. Alors, maintenant je termine par le début, logique, mais pourquoi on fait ça? On fait ça en fait, alors il faut se remettre, ça c'est donc une politique qui a commencé en 2014, qui est une année pivot d'ailleurs sous plein d'angles. Hein. Le Pays France est toute nouvelle. Moi, je quitte ce que je faisais avant pour venir à le Pays France. Ça, c'est les 2 pivots majeurs. Puis le troisième pivot, qui est quand même plus important, c'est le pivot évidemment de la tech en France, parce que si tu regardes toutes les datas, et je sais que tu es data-driven, c'est vraiment en 2014 que les choses commencent à décoller dans la tech, hein, en France. Et donc, si tu te remets dans le contexte français de 2014, c'est quoi? Il y a des boîtes tech, bien sûr, mais il n'y en a pas encore beaucoup. La culture est très différente. C'est encore très gaulois, il faut être honnête. Et donc, l'idée à l'époque, c'était de refaire comme Israël, fondamentalement. Alors, les situations sont différentes, il y a plein de choses différentes, mais stratégiquement, la logique est la même. C'est quoi? La logique, c'est que les Israéliens n'ont pas vraiment de marché local, en B2B comme en B2C. Donc, depuis toujours, leur marché, c'est les États-Unis. Mais le résultat des courses, au bout de 20-30 ans, c'est que les Israéliens ont acquis la culture américaine. Ils sont comme chez eux ici. Et à l'inverse, les Américains, qu'ils soient clients, qu'ils soient talents ou qu'ils soient ici, voient passer des Israéliens depuis bien longtemps. Donc les gens se connaissent. Et donc ça a quand même un petit peu aidé la tech israélienne à décoller. Ce n'était pas du tout le cas des Français en 2014, Taboura. Et donc l'idée, c'était de faire comme Israël, c'est-à-dire tout simplement, les situations différentes parce que le marché français et européen fait que tu peux créer une très belle boîte en France, d'ailleurs que sur le marché français.
c'est déconseillé, mais c'est tout à fait possible. Xavier Niel a parfaitement réussi, il est milliardaire, hein. Mais sa boîte, elle est que française, elle est que sur le marché français. Bon, mais quand même, quand on est dans la tech, le marché français, c'est tout petit, petit, petit. Donc, évidemment, souvent, pas toujours, mais souvent, notamment en B2B, mais pas que, le marché américain, c'est le passage incontournable. Et donc, en 2014, comme Zahel, on dit aux Français, écoutez, partez aux États-Unis, attaquez le marché américain. On va vous aider. En l'occurrence, c'est moi ici. Voilà, avec bien sûr toutes nos équipes en France, évidemment. Voilà la logique. D'où les missions que j'ai rapidement passées en revue. Super clair. Merci beaucoup, Romain. Alors, dans le cadre C'était super. Merci, Julien. Très, très belle interview. Dans le cadre de cet entretien, on va se concentrer sur les deux premiers piliers que tu as partagés, à savoir financement dette et puis soutien. On va démarrer par le soutien, si tu veux bien. Ouais. De quel soutien parle-t-on? Dans la majorité des cas, comment BPI USA est vraiment un acteur, on va dire, constructif par rapport à l'effort pour les entreprises françaises de s'imposer sur le marché américain? Il y a beaucoup de choses. Le premier point, c'est dans le désordre, en fait, parce que c'est vraiment vaste. Les Français, mais en fait, qui sont aujourd'hui très bons, hein. Mais en fait, c'est valable pour n'importe qui, hein. Je pense même d'ailleurs, y compris quand on parle de Silicon Valley, pour un Américain du Nebraska, avec quelques différences quand même. Mais mon point est que d'abord, il faut bien comprendre la culture locale. Je dis souvent, quand on est français, on a toujours l'impression que San Francisco, c'est quand même l'Europe, quoi. Il y a des trottoirs, on marche dans la rue, on a des hamburgers à Paris aussi. Et donc, pendant des années, ça a changé, hein. Et pendant des années, j'ai vu pas mal, pas tous, bien sûr, hein, mais pas mal d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses qui pensaient être un peu chez eux, à San Francisco. Grave erreur, comme tous ceux qui nous regardent le savent d'ailleurs. Donc, il faut s'adapter à la culture. Et donc, il y a des trucs de base, parfois, qu'il faut signaler avant que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse mette les pieds à San Francisco. Deuxièmement, alors ça, c'est un point majeur pour moi, le storytelling. Les Français ont plein d'avantages. Je parle, encore une fois, hyper modestement, hein, et je parle en moyenne, bien sûr. Parce que tu as des gens qui n'ont certainement pas besoin de mes conseils, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt qu'ils m'en donneraient, hein. Et en moyenne, la tech française est performante. C'est basique ce que je dis, mais c'est quand même assez vrai. Culture d'ingénieur, une culture produit qui commence à être vraiment très forte maintenant. En revanche, le storytelling, là, ça coince. Et donc, il faut leur expliquer aussi ce que c'est que le storytelling et pourquoi c'est important. Quand tu es un entrepreneur ou une entrepreneuse, tu es en vente du matin au soir. Tu lèves des fonds, tu vends ta boîte. Tu vends 10%, 20%, 30%, mais tu vends ta boîte. Ton produit, tu le vends, par définition. Et puis, ton job numéro un, c'est quand même de recruter des talents. Et donc, il faut vendre de la boîte pour que le talent se dise bon, j'ai 9 autres propositions aujourd'hui, mais je vais choisir celle-là. Donc, si tu ne sais pas vendre, premièrement, c'est compliqué. Si tu ne sais pas vendre aux États-Unis, parce que ce n'est pas la même chose, j'imagine, hein, de vendre aux États-Unis que de vendre au Maroc, au Japon ou au Brésil. Mais si tu ne sais pas vendre aux États-Unis, ça va être quand même encore un petit peu plus difficile. Voilà. Tout ça, storytelling majeur. Et là, on n'est pas bon. Il faut être honnête, on n'est pas bon. Mais on n'est pas bon parce que je crois qu'on l'a tout simplement jamais appris à l'école, ni dans les familles. Voilà. Ce n'est pas un point fort français. Ça, c'est le deuxième point. Et aider ensuite, troisièmement, c'est le réseau. De plus en plus d'entrepreneurs français ont des réseaux ici déjà. C'est une super chose, parce que les choses ont vraiment considérablement évolué depuis 2014. Mais bon, si on peut leur mettre à disposition les gens de mon réseau, je le fais bien volontiers. Je l'ai encore fait ce matin. Et le réseau, il sert à quoi? Donner des conseils de base, des conseils sur absolument tout, tout ce qui peut être la vie de l'entrepreneur. Une fois aux États-Unis ou même avant de venir aux États-Unis, des réseaux pour recruter des talents, des réseaux pour recruter des agences de marketing, des réseaux pour ouvrir la porte de clients, des réseaux pour, etc., etc., etc. Donc, c'est la mise à disposition de réseaux. Voilà. Donc, je m'arrête là parce qu'en fait, si tu veux, je pourrais en parler malheureusement pendant des heures et je pense qu'il n'y aura plus personne qui va nous écouter. Mais aider, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Ça veut dire quoi, en fait, fondamentalement? Ça veut dire que je doute qu'on puisse y arriver sans être aidé. C'est vrai pour un Américain de Stanford qui est né dans la Silicon Valley et qui monte sa boîte dans la Silicon Valley, lui-même ou elle-même va chercher de l'aide. Si tu veux. Alors, quand on n'est pas du coin, encore une fois, c'est pas français,
Si tu es du Nebraska, je pense que tu as besoin d'un peu plus d'aide. Mais c'est vrai que si tu viens d'ailleurs, en l'occurrence la France, tu as besoin d'encore un tout petit peu plus d'aide. Voilà. Et au passage, petit conseil à ceux qui nous écoutent, n'ayez pas peur de demander conseil. Et c'est souvent un problème. Ça peut être perçu comme, j'imagine en tout cas, comme un élément de faiblesse. Si vous ne demandez pas, malheureusement, on ne fera rien pour vous. Mais au-delà de ça, il ne faut pas avoir peur de demander conseil. Voilà. Et en fait, les très bons entrepreneurs, c'est ceux qui ont demandé le plus de conseils, d'aide. Très, très, très clair. Si tu devais résumer la culture entrepreneuriale à San Francisco, tu le résumerais comment? C'est pas simple parce que mon hésitation vient du fait que en 10 ans, euh, j'ai évolué sur ma vision de la Silicon Valley. Je reste admiratif du coin et beaucoup de choses à apprendre et une approche toujours modeste et en permanent learning, tu vois. Mais la différence, c'est qu'au début, je trouvais absolument tout extraordinaire. 10 ans plus tard, il y a des choses que je trouve extraordinaires, mais il y a beaucoup de bullshit. Et ça, j'y crois plus du tout. Voilà. Donc, je distingue un petit peu quand même le bon grain de livret, si je puis dire. Voilà. D'où mon hésitation. Maintenant, si je devais résumer la culture de la Silicon Valley, entrepreneuriale, je pense qu'il y a des différences avec d'autres cultures, bien sûr. Plus d'optimisme. Prise de risque chez les entrepreneurs, franchement, est-ce qu'en moyenne, un entrepreneur de la vallée prend plus de risques qu'en moyenne un entrepreneur français, britannique, allemand ou japonais? Je ne sais pas. Plus de hustle, parce que ça c'est vraiment la culture américaine. Donc je pense que là, il y a une vraie différence. Le hustle. Désolé, je n'ai pas la traduction en français. Mais ça me paraît très clair. Une culture plus forte du storytelling. Mais si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, technique, je dirais, ils sont meilleurs en go-to-market. Et il y a une culture de go-to-market qui est, je pense, beaucoup plus développée qu'ailleurs, tout simplement parce qu'ils ont plus d'expérience. Maintenant, il y a des grandes différences culturelles. Est-ce que c'est, mais je ne suis pas sûr que ce soit ta question, mais est-ce que c'est là le point fort de la vallée? Oui, mais c'est vraiment pas le seul. Et je pense que la force de la vallée vient pas forcément, en tout cas pas uniquement, de ses points forts culturels et de ses différences culturelles par rapport à d'autres zones géographiques. Je pense que fondamentalement, au-delà de la culture et avant la culture, la force de la vallée vient tout simplement d'un réseau, d'une culture du réseau. C'est un réseau qui a de l'expérience. Ces gens font de la tech depuis un siècle. Donc, tu as une accumulation par tranche générationnelle d'expérience et de savoir-faire, si tu veux, qui pour le coup, tu trouves nulle part ailleurs. Et je crois que c'est ça que j'admire le plus, et la force de la vallée pour moi, c'est ça, plus que les différences culturelles, qui jouent aussi, bien sûr. Si tu fais du vin, tu vas à Bordeaux, on fait du vin depuis 2000 ans. Ça veut dire concrètement que tu as des gens à Bordeaux, ceux qui font les tonneaux, par exemple. L'arrière-grand-père, il était déjà dans les forêts à regarder les chênes, et il touche un tronc d'arbre, les yeux fermés, si tu veux, par grand vent, et il peut te dire, ah, ça fera tel type de vin, si tu veux. Pourquoi il le sait? Parce que son grand-père à lui, en 1730, lui avait déjà expliqué, si tu veux. Tu retrouves ça dans la vallée, très honnêtement. C'est ça qui fait la force du coin, je trouve. Super clair. Est-ce qu'on peut revenir sur la notion d'optimisme? Oui. Euh, Quand tu dis ils sont plus optimistes, ça veut dire quoi exactement? Non, ça, c'est pas propre à la vallée. C'est très américain. C'est l'une des raisons qui font que c'est un plaisir d'être aux États-Unis. Hein. Je pense que c'est un ressort majeur de la puissance américaine. Pas le seul. Hein. Commencer par sa géographie quand même et ses ressources naturelles, mais c'est un autre sujet. Mais l'optimisme américain, si tu veux, il écrase quand même tout sur son passage. On avait une discussion tous les deux, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, sur le sujet, où j'étais un peu chaud sur le sujet du bullshit américain. Et le truc qui me faisait marrer, souviens-toi, c'était, on est en pleine crise du coronavirus, et c'était, j'entends en permanence, c'est dans les crises, surtout chez les VC, hein, c'est dans les crises que les boîtes iconiques se créent. Et moi, ma thèse, c'est que, c'est sympathique, mais il faut arrêter le bullshit là. D'abord, est-ce qu'il n'y a aucune boîte iconique qui se crée en période de forte croissance? Bien sûr que si. Je peux t'en citer, d'ailleurs, toutes les boîtes iconiques. Aucune n'a été créée en période de crise, premièrement. Deuxièmement, mais je vais répondre à la question sur l'optimisme. Mais ça, c'est un exemple typique qu'on vit en ce moment de l'optimisme américain.
Deuxièmement, il est vrai qu'en période de crise, ça a certains avantages. Il y a moins de compétition pour les startups, parce qu'il y a moins de startups. Il y a moins de compétition pour recruter des talents, parce qu'il n'y a plus de talents disponibles. Donc, c'est formidable pour les entrepreneurs. Et puis, pour les VC, c'est là qu'on voit quand même, en période de crise, les vrais founders qui sont résilients et motivés et qui ont une vraie vision, de ceux qui sont là un petit peu pour pouvoir les draguer en boîte ensuite. Donc, ça, c'est bien. Mais à part ça, me faire croire qu'en période de crise, c'est mieux pour monter une boîte qu'en période de forte croissance, faut arrêter. Faut arrêter de fumer là. Donc, on était d'accord tous les deux pour dire, en fait, mais ça tu vois, c'est ce qu'on entend en permanence aujourd'hui, dans la vallée en tout cas. Et ça, pour moi, c'est typique le résultat de l'optimisme américain. En fait, bien sûr que oui, bien sûr que oui, il y aura des belles boîtes qui vont se créer pendant une période de crise. Mais on s'en fout. C'est toi qui m'as dit ça. On s'en fout. En fait, ce terme-là, c'est dans les crises qu'on voit les plus belles boîtes. En fait, ça ne veut rien dire. C'est juste, une fois de plus, le signal de ce formidable optimisme américain. C'est la crise, mon vieux. C'est pas grave. Tu seras une boîte iconique parce que c'est comme ça que ça marche. C'est quand même formidable. Au passage, c'est quand même une sacrée machine à faire rêver, tu vois, parce que en fait, en période de crise, bon courage, mon vieux, bon courage. Mais c'est un message formidable, fondamentalement. C'est ça l'optimisme américain. C'est un super exemple, Romain. Côté bullshit, comment est-ce qu'on sniffe le bullshit de nos amis américains pendant les entretiens, pendant les emails, pendant les réunions Alors, chacun son expérience. C'est quoi le détecteur? Chacun... le bullshit, voilà. Chacun son expérience, hein, honnêtement. Bon, je pense que tu peux faire peut-être deux buckets. Un bucket, les basiques, les fondamentaux, et le bucket, plus difficile, requiert de l'expérience. Bon, les fondamentaux, ça c'est facile. Exemple, tu as un meeting avec un Américain ou une Américaine, et la personne en face de toi te dit It's awesome. What you do is awesome. Bon, ça, là, la traduction, elle est facile. Hein. Tu dégrades tout de deux crans. Awesome, ça veut dire que c'est bien. Si tu veux. Si c'est it's good, ça veut dire que c'est quand même très moyen. Quoi. And when it's OK, tu dégages, mon vieux. C'est de la merde. Tu vois. Ça c'est facile, si tu veux. Ça demande. Non, mais tu es d'accord avec moi, Julien, tu rigoles. Mais... Je rajoute à quatrième niveau. Interesting. Oh là interesting, ça s'appelle, c'est la baffe. Bon, ça, c'est facile. Après, tu as des trucs, donc, je te mettrai dans un deuxième bucket. Alors là, je pense que ça demande, je ne suis pas sûr d'avoir un bon radar d'ailleurs, ça demande quand même un petit peu plus d'expérience, donc d'avoir fait pas mal de meetings et puis de s'être rendu compte que, en fait, tu vois, dans ma vie d'avant, je rencontrais, quand j'étais diplomate à San Francisco, j'ai reçu 15 000 Américains, comme ça au total, tu vois, sur 4 ans. Sur les 15 000, tu en as à peu près 14 722, à peu près, qui m'ont tous ensuite proposé, si tu veux, on s'appelle. Je voyais pas mal de gens riches, donc ils m'invitaient dans les ranchs au Tennessee, tu vois. Bon. Alors, au début, j'y croyais, tu vois. En fait, non. Je pense que là où ça devient vraiment important de détecter le bullshit, par exemple, quand tu es entrepreneur ou entrepreneuse, tu recrutes des sales. Tu recrutes, tu as besoin de ton VP Sales aux États-Unis et tu as des candidats. Enfin, tu as de la chance déjà, parce que tu as des candidats ou des candidates. Et puis là, ils te pitchent. Quand tu es français, là, ça va être très dur. Parce qu'ils sont très bons en face à raconter absolument n'importe quoi. Ils savent se vendre. Enfin, je veux dire, tu leur files tout de suite 3 années de bonus, si tu veux, sans quota. Bon, et en fait, tu te rends compte que, je ne dirais pas dans 100% des cas, mais pas loin. Mais quand je dis pas loin, c'est à 2% près. Hein, que c'était du grand n'importe quoi, si tu veux. Donc là aussi, s'il y a un conseil à donner pour un entrepreneur ou une entrepreneuse français ou française qui débarque et qui a des questions sur le recrutement, qui est quand même la clé pour développer son activité aux US, commencer par se mettre un head of sales ou même des rep sales. Hein. Alors là, pour le coup, on n'a pas le choix, il va falloir quand même interviewer et demander un retour d'expérience d'une tonne d'entrepreneurs, français ou pas d'ailleurs, parce qu'ils se sont tous plantés dans le recrutement des sales, parce que justement, ils n'ont pas su détecter le bullshit américain. Donc voilà, vous voulez recruter notamment un sales aux États-Unis, passer des tonnes de coups de fil à des copains ou des copines qui sont passés par là déjà aux États-Unis, qui vous expliqueront pourquoi ils sont plantés, pourquoi ils n'ont pas repéré le bullshit,
qu'est-ce qu'ils ont appris, quelles leçons ils ont tirées des recrutements qui étaient foireux. Concrètement, quelles questions, quelles sont les bonnes questions qui sont mises à poser et non plus les questions françaises. Comment lire entre les lignes d'un pitch américain, etc. etc. Voilà. Ça, c'est pas simple toujours. Excellent, excellent exemple. Romain, je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur la capacité à demander de l'aide sans pour autant paraître faible, ce qui est une perception souvent dans la culture française. On la demande comment? On la sollicite comment cette aide? On la sollicite auprès de qui? On la sollicite pourquoi lorsqu'on est entrepreneur français et qu'on arrive ici en Silicon Valley? Très bonne question. Je pense qu'il y a une sorte de matrice peut-être à faire. Distinguer d'abord les gens que tu connais et les gens que tu ne connais pas. Ce n'est pas la même chose et ce ne sera pas la même approche. Les gens qu'on connaît relativement bien, on peut poser la question directement, je pense. Quand on ne connaît pas les gens, c'est beaucoup plus compliqué. Je vais voir ça dans un instant. Quand on connaît les gens, je pense qu'il n'y a pas trop de difficulté à tout simplement dire écoute, j'ai besoin d'aide. Voilà. Le truc, en revanche, c'est qu'il y a deux conditions, selon moi. Dans sa demande, qui peut être écrite par mail ou à l'oral, souvent ça va être par mail ou SMS, mais par écrit. Là, il y a deux conditions. Premièrement, être très court. C'est tout bête, je suis désolé, hein, mais très court. Un mail qui vise à demander de l'aide, ok, mais 3 lignes. 3 lignes, si je te connais. Hein. La deuxième raison, la deuxième condition, c'est être très clair. Je suis désolé, c'est idiot, mais il y a une grande différence entre une question très vague, par exemple, aide-moi à lever de l'argent. Non. Enfin, tu vois, aide-moi à lever de l'argent, il faut que je rappelle la personne. Il y aura certainement plusieurs coups de fil, il y a du boulot à faire, enfin, c'est monstrueux. C'est pas la même chose que est-ce que tu connais un tel dans tel fonds. C'est la même chose, c'est aider à me lever de l'argent, mais au moins là, je peux répondre oui, non. Et si c'est oui, je fais. Ou pas d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Mais bon, être très clair et pas demander de l'aide, voilà. Il faut, ça c'est important, ça c'est vrai pour les gens qu'on connaît comme les gens qu'on ne connaît pas, il faut quand même, les gens sont gentils ici, en général. Ou faussement gentils, mais ils sont gentils. Ils ont envie d'aider. C'est une autre caractéristique quand même de la culture locale, le goût de karma, comme on dit. Donc les gens sont prêts à aider. Pour une raison simple, c'est qu'eux-mêmes, on les a aidés quand ils étaient quelques années. Donc ils rendent. Et ça, c'est super. Donc les gens sont prêts à donner de leur temps. Le truc, c'est qu'il ne faut pas abuser non plus. Donc il faut être court, il faut être très précis dans sa demande. Voilà. Après, une fois, très important, follow-up, hein, une fois que la personne a aidé, une introduction par exemple à une autre personne, il faut revenir vers la personne qui a donné de l'aide, un, pour remercier, et deux, débriefer. Ça, c'est important parce que, un, il faut être poli dans la vie. Deux, cette personne a fait un effort, elle a dépensé ce qu'on appelle du capital social pour t'aider, donc il faut quand même la remercier. Puis deuxièmement, si tu fais ça, elle t'aidera à nouveau. Si tu ne le fais pas, c'est pas sûr. Voilà, bon, au passage. Après, il y a des personnes que tu ne connais pas. Comment demander de l'aide à quelqu'un que tu ne connais pas? Ça, c'est dur. Je ne suis pas sûr que ça marche à tous les coups. Le plus simple, c'est si on a besoin de quelqu'un, pour une raison X ou Y, à qui on a besoin de demander quelque chose, le mieux, c'est de demander quand même une warm intro, de se faire introduire à cette personne-là par quelqu'un qu'on connaît. Voilà. Après, il y a des règles. Je vais être trop long, donc je n'en parlerai pas, mais comment on fait ça, mais la forme est très importante. Mais je recommanderais, pour répondre à la question, de passer par quelqu'un qu'on connaît pour atteindre quelqu'un qu'on ne connaît pas et à qui on va demander de l'aide. Les règles que j'indiquais, être court, très précis, etc., encore plus valables quand il s'agit de quelqu'un qu'on ne connaît pas, par définition. Voilà. Je veux bien que tu prennes… C'est un peu vague comme réponse, mais… Romain, tu as été très, très précis sur quand tu connais. Je pense que, surtout pour notre communauté française, quand on ne connaît pas, si ça ne t'ennuie pas, je veux bien que tu prennes 1 ou 2 minutes pour… si tu as un cas d'école en tête ou si tu as un bon exemple, je ne connais pas, donc je passe par une connexion à travers le réseau LinkedIn, à travers Twitter, à travers la communauté française. Et donc, ça ressemble à quoi? C'est-à-dire que le petit mail que je vais envoyer à la personne que je connais, à qui je vais demander une introduction à une autre personne, je vais lui rajouter ce qu'on appelle un petit blurb, donc un petit texte que cette personne-là va forwarder. Donc là, c'est juste un petit clic à la personne qui connaît, qui facile, en rajoutant éventuellement un petit mot perso. En général, les gens le font. Et ce blurb s'adresse donc il sera juste retransmis par ton contact, mais il s'adresse à la personne que tu vises. Et là, le blurb majeur, 3 boulettes.
3 bullet points. Pas plus. Qu'est-ce que je fais? Donc, on revient sur le storytelling. Qu'est-ce que je fais? Pas 3 pages. J'ai un moteur, machin, bidule, je suis le Uber du bidule. 4 mots. Qu'est-ce que je fais? Deuxièmement, pourquoi je suis excitant? Pourquoi je suis excitant? Juste un élément. Pourquoi je suis excitant? Je suis excitant parce que j'ai fait 600% de croissance, parce que je ne sais pas quoi. Pourquoi je suis excitant? Et troisièmement, qu'est-ce que je veux? C'est quoi le ask? Voilà. Comme un funnel. Génial, génial, Romain, Donc, qu'est-ce que je demande génial, précisément? Et là, la question, très c'est clair. précise. C'est pas, en anglais, tu sais, can I borrow your brain? Tu vois? Non, je ne veux pas te filer mon cerveau, tu vois, ça ne veut rien dire, ça, c'est bullshit. Est-ce qu'on pourrait prendre un café? Mais non, pourquoi je prendrais un café? Qu'est-ce que tu me demandes? Tu vois? Tu me demandes un chèque de 500 000 $, tu me demandes de te recommander à telle personne de ton portfolio parce que tu veux la recruter, tu me demandes un conseil sur est-ce que je dois virer 50% de mon personnel maintenant? Est-ce que j'en sais rien? Une question, qu'est-ce que tu veux, est hyper précis, très Très simple. clair, Et génial. tout, il faut 20 secondes pour lire ça. Voilà. Comme ça qu'on Romain, fait. super. On, on traverse, on traverse l'océan et on est maintenant dans l'autre sens de ces boîtes En américaines. Chine? On retourne en France, ces Ouais, boîtes américaines ouais, qui décident d'avoir leur filiale européenne ou d'avoir leur ouais, filiale en France. Si tu avais des conseils à donner aux Français qui accueillent ces Américains en ouais. matière de collaboration pour les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent délivrer, délivrer sur un nouveau marché tel que le marché français. Bah, c'est marrant parce que j'avais interviewé l'année dernière des talents. Pour moi, talent, c'est C-level expérimenté. Enfin, C-level qui ont l'expérience du scale. Voilà, ce que j'appelle talent. Donc, j'ai interviewé des talents qui étaient non français. Il y avait une italienne, je m'en souviens, une brésilienne, 3-4 américains, bien sûr, un allemand, un hollandais, il y a pas mal voilà, des non français, mais qui ont passé du temps à Paris dans une boîte tech. Et je leur avais tout simplement posé la question, alors, c'est quoi l'expérience? Raconte. Le but du jeu, c'était pour moi de comprendre comment on fait pour attirer des talents étrangers, notamment américains. C'est quoi le problème? Je pensais que la langue était un problème, typiquement. Je pensais que le salaire aussi serait un problème. En fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Le salaire, non, parce que si tu recrutes quelqu'un qui est VP chez Google, il ne va pas partir en France pour gagner 3 fois plus. Donc, ce n'est pas l'argent. S'il part en France, il y a d'autres raisons. Donc, ce n'est pas vraiment l'argent. La langue, les Français parlent anglais aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, il faut parler anglais. C'est-à-dire qu'il faut vouloir parler anglais. Mais s'ils veulent, ils peuvent. Donc ils parlent anglais dans la tech de surcroît. Donc, ce n'est pas vraiment la langue. En fait, ce qu'ils m'ont dit, c'était super intéressant. Mais c'est pire ta question, je crois. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y a une première différence culturelle qui est souvent liée au consensus. Ils avaient, toutes les personnes que j'ai interviewées, dont je ne citerai ni les noms ni le numéro de téléphone, ils avaient tous des gens brillants comme N+1, les grandes écoles, etc. Si tu vois ce que je veux dire. Et ces gens-là, de leur point de vue à eux, avaient toujours raison. Euh, alors qu'aux États-Unis, ils étaient plutôt en général dans une culture du consensus. Moi, je pense qu'il faut faire comme ça. Toi, mon patron, tu penses qu'il faut faire comme ça. On a peut-être tous les deux raison d'ailleurs. Mais il y avait une discussion et parfois, pas toujours, mais ils arrivaient à un consensus. Voilà. Ça pose le problème bien connu du disagree but commit, qui est un vrai sujet. Mais voilà. Ils me disaient tous, à Paris, le patron, il a toujours raison. Donc, à la fin, c'est gonflant. Voilà. Super, c'est très très clair. Alors, tu as utilisé Scale. On va rentrer un petit peu sur la partie technique de notre conversation. Euh, Pourquoi est-ce que le Scale est si différent et si, je ne sais pas si c'est un terme, on peut dire un terme technique, mais c'est vraiment quelque chose de très spécifique à la Silicon Valley. Est-ce que tu peux définir ta compréhension du Scale en matière de business et de produits et comment ça s'interprète en France? C'est capable de distribuer un produit à un marché mondial, au maximum de gens, et avoir les processus en place pour pouvoir délivrer une demande massive. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut, parce qu'en fait, je n'avais pas la définition en tête, mais on voit bien ce que c'est que le scale. Donc, la définition du scale dans la vallée, elle est la même que pareil. La tech ici, les gens qui font la tech, les gens qui font du lead gen, les gens qui font des sales, les gens qui font la strat, les gens qui font les produits, les gens qui font tout ça, ils en font depuis. Je ne sais pas de quoi on parle, mais 25 ans.
si on parle de semi et d'autres produits, 50 ans. Donc, dans la vallée, tu as plein de gens qui savent scaler leur division. Ils savent scaler leurs équipes de technique. Tu vas trouver des gens, CTO en dessous, ou VP Engineering. Hein. Si tu leur dis, bon, là, on va passer de 50 AG à 2000 dans les 3 ans qui viennent, machin, ils disent, ouais, j'ai déjà fait 3 fois. Moi. J'ai fait Twilio, j'ai fait Facebook il y a longtemps, machin. OK. Les sales, on va scaler les sales là, parce que on a un market pool de folie. Notre produit, machin, l'équipe a fait un boulot dément. Maintenant, on attaque, quoi. Bon, il faut quelqu'un qui va scaler ça. Donc, il va ramener son équipe, il va mettre en place les process. Et les gens qu'on va trouver en Silicon Valley, ils l'ont déjà fait 3 fois hein, dans leur domaine. Et ça, tu l'as pas ailleurs, tout simplement. Voilà. Mais ça, c'est très, très critique ce que tu partages. Leurs investisseurs aussi, bien sûr. Écosystème. Tu évoquais les startups. Ce matin, quand je t'écoutais avec Pascal Diane, vous avez évoqué, en période de Covid-19, un sujet qui je trouve particulièrement passionnant, qui est l'arbitrage d'un côté entre le growth et de l'autre côté entre le burn, le cash burn. C'est un sujet, j'en rêve toutes les nuits. Hein. C'est le kiff total. J'aimerais bien qu'au-delà du rêve, tu puisses partager avec notre communauté. C'est une question que tout entrepreneur se pose aujourd'hui. D'un côté, on a les investisseurs qui disent « je t'ai donné de l'argent, fonce et gros ». Et de l'autre côté, tu as d'autres types d'investisseurs qui disent « je t'ai donné de l'argent, mais là, en cette période, ça serait bien que tu gardes 18-24 mois sous le pied. Donc, le burn, c'est la priorité ». Comment tu vois les choses aujourd'hui? Comment tu vois les choses évoluer? Waouh, super question. Non, mais super question. Il y a beaucoup de choses. Je vais commencer par quoi? Pas de Covid, mais je vais faire un petit zoom out quand même sur ma perception en tout cas de l'évolution du. Parce que je pense que les années 2020 vont pas être comme les années 2010. Alors je vais commencer par ça. Ça n'a pas l'air clair comme ça va être super clair parce que je pense que c'est lié complètement directement à ta question. Alors mon premier point. Dans les années 2010 ne seront pas les mêmes que les années 2020. Dans les années 2010, d'abord, pour 2 raisons. La première, c'est que là, je suis dans les années 2010. D'abord, tu as l'apparition du mobile, 2007, qui était le deuxième pilier, après le PC, le deuxième pilier de l'Internet, fondamentalement. Pilier sur lequel c'est une thèse forte, enfin, j'ai une conviction fondamentale là-dessus. Donc, le deuxième pilier techno, sur lequel tout le reste s'est construit. Il a fallu des infrastructures et ensuite des applicatifs. Bon. Donc ça, l'apparition de vrai deuxième pilier après le PC 20 ans avant de l'Internet, si tu veux, fait que par définition, par nature, ça crée une nouvelle acte d'innovation majeure, si tu veux, fondée sur ce deuxième pilier. Ça, c'est les années 2010, fondamentalement. Uber sans le mobile, oublie. Voilà. eBay s'était construit, PayPal s'était construit sur le PC. Bon. Est-ce que dans les années 2020, on a le troisième pilier techno? Non, pas encore. Il y en aura un, mais moi, je ne sais pas ce que c'est, si tu veux, donc on ne l'a pas. Donc, première différence avec les années 2010, La deuxième différence avec les années 2010, c'était qu'en raison de ce premier point, un nouveau pilier techno qui ouvre de nouveaux champs du possible, par définition, mécaniquement, il y avait plein de boîtes qui sont créées qui n'avaient pas de compétition. Elles se battaient contre les monopoles avec des modèles différents. Je parlais d'Uber, ils se battaient contre les taxis. Airbnb se battait contre les hôtels, d'accord. Mais il n'y avait pas d'autres. Il y avait 1 ou 2 compétiteurs, Lyft, Uber, mais ça tu peux le prendre dans le B2B pareil. Mais il y avait de la compétition, évidemment, mais tu pouvais croître si tu veux, parce que le marché était quand même relativement vierge. Tu te battais avec des compétiteurs sur un marché vierge, c'est ça que je veux dire. Sur ce deuxième point, je pense que les années 2020, c'est fini, ça aussi. Tu prends à peu près n'importe quel sujet, le marché, il y a encore des choses à prendre, si tu veux, mais tu as plein de incumbents déjà, qui ne sont pas les vieux dinosaures préhistoriques, mais qui sont les boîtes des années 2010, ou même des années 2000 d'ailleurs. Enfin, bon. Donc, mon deuxième point fait que je pense que dans les années 2020, non seulement il n'y a pas de nouveau pilier techno qui fait qu'il y a de nouvelles choses possibles, en tout cas pas en 2020 en tout cas, ce que je veux dire. Peut-être en 2030 ou 2025, ça peut être la voiture autonome, ça peut être AR/VR, je ne sais pas, le quantique, mais dans 10 ans. Je ne sais pas quel sera le prochain pilier techno. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Et je pense que l'année 2020, si tu veux, le terrain de jeu est quand même déjà bien pris. Donc, je pense que, conclusion numéro 1, je suis un peu long, désolé, mais
Les années 2020, ça va être plutôt des années d'optimisation. Ça va être des années, si tu veux, où je pense qu'on va tendre vers un jeu dans la tech qui va être un jeu à somme nulle. Dans les années 2010, un Airbnb, je prends un exemple super basique, hein, c'est un jeu à somme nulle, pas vraiment, si tu veux, parce qu'il n'y a personne en face. Les hôtels flippent, mais en fait, il y a une convergence, passons. Mais si tu crées, mon point est qu'aujourd'hui, si tu veux refaire un truc mieux qu'Airbnb, si tu gagnes, Airbnb va perdre. C'est ça que je veux dire. Si tu crées on est sur Zoom actuellement. Bon. Zoom, il a juste tué Google Hangout, qui avait tué Skype, qui avait tué le truc de Cisco, qui avait lui-même tué un machin antidiluviens. Si tu veux. Dans 3 ans, tu auras un nouveau truc en communication qui va tuer Zoom. Tu vois. Donc, on va être un jeu à somme nulle, je pense, en gros, pas surtout, bien sûr, mais de plus en plus dans la tech dans les années 2020. Première grosse différence. Alors ça, c'était le premier point sur la notion de burn versus Non, growth. la conclusion, c'est que quand tu es dans une période où effectivement il y a la compétition, enfin, je veux dire, c'est plutôt à somme nulle, il va falloir le growth à tout prix, si tu veux, a moins de sens que capital efficiency. Voilà, j'étais un peu long, je suis désolé, mais c'est très je suis obligé clair. de passer par là pour répondre à ta question qui est quand même vaste. Le deuxième élément de réponse, je vais être plus rapide. Ça, on le voit depuis 2-3 ans très clairement dans la vallée, si tu veux, enfin, dans le monde entier d'ailleurs. Bon, les IPO, c'est devenu plus compliqué. Tu ne vends pas n'importe quoi sur un marché public. Une boîte qui a, on l'a vu hein, sur plein de boîtes, lors des IPO, une boîte qui n'a aucun chemin vers la profitabilité, si tu veux, l'IPO, ça peut être le délire. Voilà. Et donc, à partir de là, ça redescend top-down sur la façon dont les VC perçoivent ce qu'il faut faire pour faire une IPO réussie. Voilà. M&A, c'est un peu un autre sujet. Mais... Donc, déjà depuis 2-3 ans, la notion de voie vers la profitabilité, l'intérêt porté aux unit economics, c'était quand même des sujets assez majeurs dans l'investissement, en tout cas post-série B, post-série C. Voilà. Donc ça le Covid n'a pas révélé cet état de fait. En revanche, je pense que post-Covid, ce sera absolument indispensable. Absolument indispensable. Ce qui sera indispensable, c'est quoi? C'est la growth va compter toujours, donc il ne faut pas éliminer le growth, bien sûr. Mais le critère qu'on va rajouter, c'est tu as de la croissance, mais est-ce que tu as de la croissance efficiente, au sens capital efficient? À chaque fois que je te donne $1, combien ça te rapporte? On va regarder le return du dollar investi aujourd'hui, et de plus en plus. Ça, c'est ma conviction profonde. Donc, growth à tout prix, pas sûr, je pense de moins en moins. Capital efficiency, garantie. C'est mon opinion. Après, il faut affiner par secteur, hein, parce que voilà. Mais Super ça va clair. être un changement d'époque, je pense. C'est 2010 versus 2020, ça a beaucoup, beaucoup de sens. Romain, c'était passionnant. Très, très grand merci. Merci à toi Pour ce surtout. partage autour. Et puis merci, surtout merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout.